Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors vous savez que c'est écrit dans la Gemara dans Sota, Daftet, Mi Asak be Yaakov. Quand Yaakov est décédé, qui c'est qui s'est occupé de Yaakov? Qui c'est qui s'occupait de l'enterrement de Yaakov, qui était le père d'Israël? Alors le passage qui raconte, il dit que c'est Yosef. Yosef, qui était le fils qui avait le plus de pouvoir en Égypte, et c'est lui qui s'est occupé de l'enterrement, parce que c'était le plus grand de ses frères. Après, la Gemara dit Mi Asak be Yosef, qui s'est occupé de Yosef? Alors il dit c'est Moshe, parce que Moshe c'était le plus grand d'Israël. Et après, la Gemara dit Mi Asak be Moshe, qui c'est qui s'est occupé de Moshe? Parce qu'il n'y avait pas plus grand que Moshe, qui c'est qui allait s'occuper de Moshe? Alors Hachem, c'est marqué Hachem lui-même, il s'est occupé de Moshe. Ça veut dire que dans cette logique-là, où chacun il a été placé à un certain niveau, alors le niveau qui lui correspond, oui, il est adapté à ce que la personne elle a fait par rapport à ce que la personne a vécu. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors c'est marqué aussi dans la Gemara dans Sota d'Afyud Aleph, sur le pasuk Vatetatse vachoto mirachok, que vous savez que quand le père de Moshe Rabbeinu il a décidé c'était le grand d'Israël, il a vu que les Égyptiens tuaient les enfants juifs. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que chaque juif il doit se séparer de sa femme, pour éviter qu'il y ait des enfants qui naissent et qui doivent mourir ensuite. Alors, Myriam, elle lui a dit, mais toi, elle a dit, Myriam, c'était sa fille, elle lui a dit, toi, tu es pire que les Égyptiens. Parce que les Égyptiens, ils tuent que les garçons. Toi, tu tues les filles et les garçons, puisque tu empêches les naissances. Alors, elle a dit, elle a raison. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Il est retourné avec sa femme. Et quand il est retourné avec sa femme, alors aussi, tous les bénis Israël, ils sont retournés avec leur femme. Et à ce moment-là, on dit que Moshe Rabbeinu, il est né. Quand Moshe, il est né, alors il a fallu le préserver, le cacher, et ensuite on ne pouvait plus le cacher, on l'a mis dans le fleuve. Quand on l'a mis dans le fleuve, il a été retrouvé, vous savez, par la fille de Pharaon. D'accord? Mais avant ça, puisque elle-même, Myriam, elle avait eu une prophétie que son frère, il allait être le Mashiach, il allait être le sauveur d'Israël. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été, et quand ils l'ont mis dans le fleuve, elle l'a suivi. Elle a suivi le berceau qui flottait. Et là-bas, c'est marqué Vatetatse vachoto mirachok, et elle s'est tenue là-bas, sa sœur, mirachok, de loin. Pourquoi? Parce qu'elle voulait voir qu'est-ce qui allait arriver à cet enfant. Effectivement, la fille de Pharaon est venue, elle l'a sauvé, après elle a été accueillie au palais, il a été nourri au sein par sa mère, Yochevet. Bon, il est devenu Moshe Rabbeinu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là-bas, la Torah, elle dit que, la Gemara, elle dit que elle a attendu Moshe Rabbeinu, oui, et à cause de ça, elle a eu le mérite que les Bnei Israël, plus tard, ils l'ont attendu. De quoi on parle? Que quand beaucoup plus tard, dans le désert, elle va faire un lashon hara sur son frère, alors, pour ce lashon hara, elle va être punie de la lèpre, une lèpre spéciale qu'il y avait dans le désert à l'époque, et que pour ça, elle devait rester immobilisée pendant 7 jours. Donc il fallait lui construire une espèce de cabane, elle pouvait rester là-bas pendant 7 jours. Elle devait rester. Et là-bas, c'était le moment de réfléchir et de faire teshuva. Comme n'importe qui a fait du lashon hara, il doit réfléchir. Quand quelqu'un lui arrive une crasse, il doit réfléchir. Maintenant, là-bas, c'est marqué qu'elle est restée 7 jours, mais que normalement, les Bnei Israël, à ce moment-là, ils auraient dû voyager, ils auraient dû partir. Donc, à cause d'elle, entre guillemets, il y a 3 millions de personnes qui ont été immobilisées. D'accord? Maintenant, chacun disait, mais je ne comprends pas, on devait partir. Donc, imaginez, pourquoi on reste? Ah ben, on reste parce que Myriam, elle a dit du lashon hara. D'accord? Donc, du coup, pour punir Myriam d'avoir fait du lashon hara, on fait du lashon hara sur Myriam. Et souvent le cas, les gens qui parlent des autres, en fin de compte, on les surprend à parler d'eux-mêmes. On parle d'eux. Ça veut dire qu'une fois j'étais chez quelqu'un, et quelqu'un m'a dit, ouais, tu sais, le Rav, il a dit ça sur un tel et sur un tel et sur un tel. J'ai dit, tu veux que je te dise ce qu'il dit quand tu n'es pas là? Sur toi. C'est ça le problème. C'est que où tu parles pas, où tu parles. Si tu parles, c'est fini. Si on parle sur toi, tu parles sur l'autre. Tu as créé une dynamique négative, donc c'est terminé. Ou tu arrêtes la négative, parce que toi-même, tu te retiens de parler. Donc maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attendu son frère pendant 1 heure. Les Bnei Israël, ils l'ont attendu pendant 7 jours. Il dit de la même manière qu'elle a attendu son frère, les Bnei Israël l'ont attendu. Alors le Rav Chaim Shmulevitz, il pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. Elle a attendu son frère 1 heure. Oui, il l'a attendu 7 jours. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le fait que, puisqu'elle a attendu, on l'a attendu, ça s'appelle Mida Keneged Mida. C'est un principe de la Torah qui est développé là-bas dans la Gemara, dans Sota au début,
d'expliquer que cette logique-là, Bemida chez Adam Moded Modedimlo, dans la qualité ou dans la mesure où un homme mesure, on mesure pour lui. D'accord? C'est comme tu vends en dollars, tu achètes en dollars, tu mesures en centimètres, on te mesure en centimètres. D'accord? Ben toi, ce que tu vis, la manière que tu as de vivre les choses, alors c'est comme ça que les choses elles vont être vécues par toi. C'est-à-dire que la vie, en fait, elle s'adresse à toi en fonction de la manière que tu as de te conduire toi. Oui, c'est une logique. Ça veut dire que c'est un peu une logique de conditionnement. Comme quelqu'un qui ment, après il dit personne ne me fait confiance. Mais il a créé ces réalités. Quelqu'un il s'angoisse, et à la fin il lui arrive des problèmes. Il s'est auto-conditionné à avoir des problèmes. Mais la logique ici, c'est plus que ça. Ça s'appelle Mida Kenegen Mida. Ça veut dire qu'en fait, la vie, elle te renvoie une énergie que tu crées en temps réel. Maintenant, normalement, si la logique, elle est Mida Kenegen Mida, c'est avec précision. Puisque qui c'est qui est le détenteur de la règle? Qui c'est qui est l'applicateur de la règle? C'est Hachem. Et Hachem, il est émet. Hachem, c'est la justice, c'est la vérité. Donc, normalement, voilà, maintenant, cette personne-là, Myriam, elle a attendu son frère pendant 1 heure. Alors, la Torah, elle dit, puisqu'elle a attendu son frère pendant 1 heure, alors le Ham Israël tout entier, 3 millions de personnes, ils l'ont attendu pendant 7 jours. Alors, il demande le Tosfot, il dit, mais je ne comprends pas, mais 1 heure, ça ne correspond pas à 7 jours. Il fallait faire, puisque eux, ils ont attendu, elle a attendu 1 heure, eux aussi, ils auraient dû attendre 1 heure. Deuxièmement, en plus que ça, c'est qu'elle a attendu son frère 1 heure. Donc son frère, il aurait dû l'attendre à elle 1 heure. Mais pourquoi tout le peuple d'Israël, ils doivent l'attendre? Vous me suivez ou... Voilà. Alors en fait, l'idée, c'est que Moshe Rabbeinu, il est Keneged Koharim Israël. Il a la valeur de tout Israël. Pourquoi? Parce que qui c'est qui a fait sortir les bénis Israël d'Égypte? Moshe Rabbeinu. Qui c'est qui a donné la Torah à Israël? Moshe Rabbeinu. Qui est-ce qui a fait les miracles de l'ouverture de la mer et des plaies? C'est Moshe Rabbeinu. Donc en fait, comme les bénis Israël doivent tout à Moshe Rabbeinu, ouais, donc ils ne peuvent pas échapper à quelqu'un qui doit à Moshe Rabbeinu. À qui Moshe Rabbeinu doit. Donc comme Moshe, il doit à Myriam, donc les bénis Israël doivent à Myriam. Donc du coup, la dette, entre guillemets, la dette de Moshe, c'est la dette des bénis Israël. Donc les bénis Israël sont obligés d'attendre pour rembourser, entre guillemets, la dette de Moshe envers Myriam. Après, elle a dit, mais pourquoi est-ce qu'elle a attendu 1 heure et eux, ils ont attendu 7 jours? Alors le Tosfot, il dit un chidouche incroyable, un enseignement. Il dit que Midatova, Yoter al Midataporamnut, Chamesh Meot Pa'amim. Dans le mal, on calcule exactement en fonction de ce que tu as fait. Le mal que tu as fait, on va te renvoyer le mal. Mais le bien, on te renvoie 500 fois plus. Vous suivez? Comme un placement. Tu mets 1 euro, on te donne 1 euro. Ok. D'accord, dans le mal. Mais dans le bien, tu mets 1 euro, on te rend 500 euros. Tu fais un effort, on te rend 500 fois plus d'efforts. On te donne plus, beaucoup plus, 500 fois. Maintenant, pourquoi est-ce que dans le bien, c'est beaucoup plus fort? C'est injuste. Hachem, il a fait les choses mal, que dans le bien, tu reçois plus que ce que tu fais. Mais dans le mal, non. Dans le bien, oui. C'est 500 fois plus. Par exemple, quelqu'un, il fait un effort. Par exemple, c'est marqué Amekadesh et Tatsmu Me'at Milemata, Mekachim Oto Arbe Milemarala. Quelqu'un qui se sanctifie un petit peu en bas, c'est-à-dire sur la terre, alors on le sanctifie beaucoup d'en haut. Quelqu'un il fait un petit effort. On voit ça dans les Baal et Tchouva. Quelqu'un il est jeté, perdu, perché, d'accord, le homard, les quenelles de cochon, et il prend sur lui. Il prend sur lui le Shabbat, il prend sur lui la pudeur, il prend sur lui les téphilines. D'un seul coup, il lui arrive des trucs incroyables. D'accord, son boulot, on vient dire, bon, on te libère pour le Shabbat. Il y a un rabbin qui est muté juste au-dessus de chez lui. Quelqu'un lui offre toute une vaisselle cachère. Et je sais pas, il voit des miracles incroyables. Pourtant, il n'a pas fait grand-chose dans l'absolu. D'accord? Parce qu'il ne sait même pas lire. Mais, étant donné son niveau à lui, donc la proportionnalité, elle va se voir beaucoup plus. Parce qu'il a été Mekadesh et Tatsmo Me'at. Il s'est sanctifié un petit peu en bas. Ouais. Alors Mekachimoto, Milema'ala, on va le sanctifier d'en haut. C'est-à-dire que c'est comme s'il a ouvert une porte. C'est vrai, quand tu vois la taille de la serrure, par exemple, par rapport à la taille de la maison, c'est pas proportionnel. Tu ouvres une petite serrure de 5 cm et tu te retrouves dans un 8000 m² habitable. Mais oui, c'est normal, parce que c'est juste l'ouverture. C'est pareil, une femme, tu lui as dit « je t'aime », elle t'a cru. Ouais. Et elle t'a donné 20 ans de sa vie, elle t'a donné son corps, sa santé, ses nerfs, elle t'a donné sa bracha, elle t'a tout donné, juste parce que tu lui as dit « je t'aime ». C'est pas proportionnel.
Oui, non? D'accord? Ben, en vérité, c'est ça l'idée. C'est que dans le bien, la loi de proportionnalité ne s'applique pas. Détendez-vous. Ouais, mais dans le mal, non. Dans le mal, Hachem, il va te faire exactement ce que tu as fait. Alors, on pourrait poser la question, et pourquoi dans le mal, non? Ouais, pourquoi? Nous, c'est ce qu'on fait, nous. Nous, quand quelqu'un nous a fait du bien, on lui rend le bien qu'il nous a fait. Mais quand quelqu'un nous a fait du mal, on lui souhaite 500 fois pire. Non, on devrait être égal. Tu m'as planté de 1000 euros, je te souhaite de te planter de 1000 euros. Non, tu m'as planté de 1000 euros, toi, tu crèves, toi, ta race, ta famille. C'est bizarre. Ok, je vais te les rendre, tes 1000 euros. Pourquoi tu me maudis? Parce qu'il y a une disproportionnalité dans le mal que l'homme n'arrive pas à gérer. Et dans le bien, il est sobre et économe, ouais, et le minimum possible. Pourquoi? Parce que, écoute, ça va, le mec qui travaille, je le paye. Ok, il travaille, tu le payes, mais le gars, il a fait 19 heures par jour, il t'a sauvé la boîte, il a fait rentrer 1,5 milliard d'euros de ventes cette année. Donne-lui 5 000. Non, pourquoi? Il a un salaire, il a fait que son travail. Regarde le mec d'à côté, il a fait 130 000 euros cette année. Lui, il a fait 1,3 milliard. Tu donnes pas 5 000? Tu donnes pas un peu quelque chose? Tu lui montres que tu es content? Non, je suis pas obligé. Qui a dit? Si on n'a qu'à demander à un rave, il va te dire ne sois pas radin. Ouais. Donc c'est quoi cette idée-là? Que nous, dans le bien, on est juste, mais très très juste. Juste. Ouais. Et dans le mal, on est particulièrement injuste. Ouais. Hachem, il fait le contraire. Dans le mal, il te fait subir pile ce que tu as fait. La Gemara, elle dit prouta. Par exemple, quelqu'un, il mérite une capara de, je sais pas moi, de 2000 euros. Le bon Dieu, il ne va pas lui mettre une capara de 2000 euros. Ouais. Il va lui mettre 100 euros, 50 euros, 30 euros, il déchire le pantalon, il perd son portefeuille, et il doit refaire tous ses papiers, il raye la voiture, et à la fin, ça fait 2000. Ce qu'on appelle en français la facilité de paiement. Donc le bon Dieu, il a organisé le crédit, il a créé le crédit, la carte boum boum, ça veut dire les coups que tu vas recevoir. Ouais. Alors qu'il aurait pu faire directement d'une fois. Non, il fait petit à petit. On dit prouta, mistarefet. Ouais, mais la Gemara, elle dit même si tu cherches les pièces au moment où tu t'as donné aux pauvres, c'est une capara déjà. D'accord? Tu arrives et tu rates le bus. Devant toi. Ou tu as une angoisse de fou parce que le TGV, il s'arrête avant Shabbat. Panne. Et on ne sait pas combien de temps. Et toi, tu sues la mort. Tu es encore à 44 km d'Avignon. Tu dis, je ne peux pas finir à pied. Ouais. Tu te vois Shabbat à la gare. Et cette ramma-là, cette angoisse-là, que finalement le train il repart et tu arrives à l'heure et Baruch Hashem, ça s'est bien passé. Mais les 2 heures de ramma, d'angoisse, tu les as eues, non? Capara. Et tu vas dire pourquoi? Réfléchis, sûrement que toi, tu as dû laisser quelqu'un 2 heures dans la Roma, toi. L'autre, t'a dit, bon, tu me réponds pas. Attends, j'ai besoin de réfléchir, et puis tu as regardé un feuilleton. Et tu as regardé la deuxième partie, 2 heures. L'autre, il était 2 heures en train d'attendre la réponse, il croyait que tu réfléchissais, et toi, en fait, tu étais en train de regarder ton feuilleton. 2 heures, tu lui as laissé 2 heures de Roma, tu vas prendre 2 heures. Ok, 2 ans. 6 mois. Alors tu vends pas, je sais pas, je réfléchis. En vérité, tu veux pas vendre. Et l'autre, il attend, il espère, il rate des ventes à cause de toi. Et toi, tu l'as fait rêver. Ah, sourd. Tu vends pas. Tu veux, mais ça fait plaisir d'avoir un mec qui me court après. Tu es malade. Et comme vous saviez que dans la vie, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, d'accord? Donc le bien qu'on fait, il se transforme, le mal qu'on fait, il se transforme. C'est une logique. Cette logique-là, c'est Mida, Keneged, Mida. C'est-à-dire, comme toi, tu agis avec la chose, comme toi, en français, ils disent, tu récoltes ce que tu sèmes. D'accord? Tu plantes des roses, il pousse des roses. Tu plantes des orties, il pousse des orties. Maintenant, ça, c'est beau dans la nature. Que tu plantes des pommes, il pousse des pommes. C'est beau. C'est que la nature, elle est vraie. Ouais. Donc, si tu produis un travail pourri, tu obtiens un résultat pourri. Et tu t'étonnes, tu dis, mais pourquoi? Mais tu as produit un travail pourri. Vous me suivez ou non? Tu n'as fait aucun effort pour éduquer l'enfant. Tu n'as pas construit ton couple. Le résultat, il est là. Mais là, ce n'est pas une punition. C'est juste la résultante logique de la loi de causalité. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas mis en place, tu ne l'as pas. La chambre que tu n'as pas rangée, elle n'est pas rangée. Tu dis, mais ouais, moi, c'est une manière de voir. Non, c'est pas rangé. En plus, ça pue. Ça pue, c'est une manière de voir. Non, c'est qu'en vérité, tu ne mets pas la situation en mouvement. Il dit, la logique, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où toi, tu fais un choix, que tu le veuilles ou non, ce choix-là, il crée un mouvement.
Et ce mouvement-là, tu peux l'orienter de ce côté-là, de ce côté-là. Ouais. Et ça veut dire que tu vas utiliser, en fin de compte, la loi de Midah Keneged Midah, plutôt que de la subir. Mais elle est imperturbable. Elle fonctionne. Après, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est une règle spirituelle ou naturelle? D'accord? Est-ce que Midah Keneged Midah, ça rentre dans une logique de parce que tu fais du mal, tu subis du mal, d'accord? Et c'est une dimension spirituelle, une forme de punition, ou non? Non, c'est l'ordre naturel des choses. Par exemple, ça arrive souvent, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le prouver, quand vous ouvrez le robinet, l'eau coule. Quand vous allumez la lumière s'allume. Vous appuyez sur l'interrupteur, ça s'allume. Vous avez fait cette expérience déjà? Oui, non? Vous allez dire, oui. Non. Tu sais pourquoi? Parce que des fois, tu allumes, ça ne s'allume pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. C'est quoi ce langage, c'est pas vrai? C'est bizarre. Il faut dire, oh, ça marche pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, je comprends rien. Pourquoi c'est pas vrai? Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Tu prends le billet de train, tu dis non, c'est pas. Non. Non. En tapant sur Internet, j'ai pris le retour la veille de départ. J'ai pris le billet 21 janvier 2022. Ça arrive des fois. Moi, je prends pas mal de billets dans ma vie. Une fois, j'étais à Milan, et j'arrive comme un baha à l'enregistrement d'EasyJet. Elle me dit, vous n'êtes pas dans l'avion. Mais quand tu prends 17, 18 billets par mois, tu peux cliquer sur la mauvaise. Une fois, j'ai mis 2 fois mon nom, ou 2 fois mon prénom. Une fois, j'ai mis le prénom à la place du nom. Mais si tu es fatigué, des fois, vous dormez, vous? Moi, non. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que je ne vais pas dire, je suis puni. Je ne vais pas dire, Dieu, il est méchant. Je vais dire, j'ai pas mis d'attention, j'ai créé une réalité. Et dans tout, c'est pareil. Tu fais la tronche. Après, tu dis, ouais, pourquoi tout le monde fait la tête autour de moi? Mais tu as vu la tienne? Donc, quand tu as créé la dynamique du sourire, tu crées une réalité. Ouais, comme quand tu crées la bracha. Quand tu es radin ou mesquine dans ta maison, tu fais rentrer la misère. D'accord? Tu prends les fruits pourris, tu attends les dates limites, tu attends les soldes, tu attends les trucs. Après, tu dis, viens, tu veux faire quelque chose de bien. Ah, j'arrive pas, j'ai pas les moyens, c'est difficile. Je suis très, très juste en ce moment, je suis ric-rac. Mais il n'y a pas la bracha. La bracha, c'est d'ouvrir les portes. Vas-y, ouvre, lâche-toi. Une fois, quelqu'un m'a dit, Rav Ben Chetri, je dois faire la brit mila de mon fils. Combien de bislis par personne faut compter? Tu comptes les bislis, mais... Attends, mais t'es référencé sur mesquine.fr, toi, c'est pas possible. Ouais. Normalement, on compte je sais pas moi, les viennoiseries. On dit 5 par personne, 3 par personne, 6 par personne. Mais tu comptes les bislis. Je sais même pas combien il y en a dans un paquet. Maintenant, le problème, c'est que la brit mila, c'est le début de la vie de l'enfant. Donc, si tu démarres la vie dans la mesquinerie, imagine sa suite, comment elle va être. Donc, qu'est-ce que tu as fait en vérité? Quand tu as fait Béchefa, ouais, pourquoi on dit pour une brit mila, il faut faire une vraie séouda? Les gens, ils prennent un café, un petit truc, avec un petit croissant. Mais c'est dommage. Normalement, il faut faire une vraie séouda. Parce qu'on dit, si on fait une vraie séouda, l'enfant, il sera tamid racham. D'accord? Il va être un sage, un érudit. Et tu te dis, attends, il est loin, il a 8 jours qu'ils sont en train de calculer pendant 15 ans. En vérité, l'idée, c'est ça, c'est que tu crées un mouvement. Et le mouvement, il génère quelque chose dans la réalité. Donc toi, tu peux ouvrir une maison sur la bracha. D'accord? Comme tu peux investir dans le matériel pour ton business. Ou alors tu peux prendre des gens que tu vas payer plus cher parce que tu sais qu'ils sont compétents. Ou tu dis non, je vais prendre des nuls parce que c'est pas cher. Après tu t'énerves, ouais, ils n'arrivent pas, ils font pas le chiffre, ils foutent rien, ils glandent, ils comprennent rien, ils savent pas gérer. Mais on t'a dit, tu veux un bon, ça démarre à 3 000, tu veux un stagiaire à 262 €, le gars il sait même pas lire. Même son nom il le connaît pas. Pourtant il est pas cher. Il est pas cher. Tu vois, mais l'autre, j'ai pas les moyens. Ok, tu n'as pas les moyens, mais il va te rapporter à peu près 22 fois son salaire. Donc, ça veut dire quoi, les moyens? C'est toi qui es un peu moyen comme esprit. Ouais, un esprit moyen. Donc, qu'est-ce que tu fais en vérité? Quand tu engages la réalité positive, tu crées une réalité qui va en engager une autre. En fait, c'est une avalanche. C'est une avalanche. Et ça entraîne, ils appellent ça l'effet boule de neige. D'accord? Donc, dans le Midah Keneged Midah, entre guillemets, quand c'est marqué cette loi-là dans la Gemara, tu n'es pas obligé d'imaginer qu'il s'agit d'une loi spirituelle. Ouais.
En fait, il s'agit d'une loi naturelle. Maintenant, le problème, c'est où s'arrête la nature et où commence le spirituel. Vous savez qu'il y a une très grave erreur qui a été créée à un moment qui s'appelait la religion. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est des gens qui ont voulu séparer la religion de la vie. Mais étant donné que Hachem, il a créé la vie à partir de la Torah, donc, et que le monde entier n'est qu'une projection de la Torah, donc la Torah, ça peut pas être de la religion, puisque la vie, elle vient de là-bas. Vous me suivez ou non? Maintenant, si ta religion, elle te sépare de la vie, c'est mauvais. Si ta vie, elle te sépare de la religion, c'est mauvais. Mais si ta religion, c'est ta vie, et si ta vie, c'est la religion, il n'y a pas de problème. C'est quoi le souci? Vous me suivez ou non? C'est comme si quelqu'un il se marie et il dit est-ce que je suis obligé d'être gentil? Non, t'es pas obligé. Tu peux même la pousser au suicide si tu veux. Ouais. C'est-à-dire quoi, je suis obligé d'être gentil? Ou une fois ici, il y en a, ils sont venus. Jeune marié, 2 mois de mariage. Ah mais Chétrine, on a un problème, on a un conflit. Elle veut pas me laisser partir avec mes copains. C'est-à-dire quoi? Bah, je veux partir avec mes copains une semaine au ski. Je dis mais avec elle? Il dit non. On part que entre copains. Je dis mais t'es marié depuis combien d'années? Il me dit non, ça fait 2 semaines. Mais non, j'étais pas choqué de ce qu'il m'a dit, parce que j'en ai entendu tellement des lourdeurs. J'étais choqué qu'il arrive à le dire. Je dis mais là, t'as utilisé ton cerveau ou t'as roté? Non, j'ai du mal. J'étais marié maintenant. Je dis quoi, alors quoi, je suis marié, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est fini, maintenant, j'existe plus, quoi. Il y a pire encore. Il y en a, il m'a dit comme ça, il m'a dit Rav, ok, je suis marié, ok. Mais il n'y aura plus qu'elle. Il était sérieux, hein. Il était sérieux. Peut-être je suis ringard, hein. La fidélité, c'est ringard. Je dis ouais, il faut être ouvert, faut conjuguer l'amour au pluriel. Ok. Alors pourquoi tu es prêt à la tuer si quelqu'un la touche? Parce que tu es ouvert d'esprit. Donc en réalité, l'idée, c'est que ce principe-là, il est inscrit dans la nature. Pourquoi il est inscrit dans la nature? Parce que tu viens de la nature. Et la nature, elle vient de la Torah. Donc quand la Torah, elle a parlé de la fidélité, elle n'a pas dit, écoutez, c'est normal d'être infidèle, mais faites des efforts par religiosité. Non, c'est normal d'être fidèle parce que ça fait partie des engagements de l'amour. Sinon, il ne faut pas dire que t'aimes. Dis que t'aimes pas. Dis qu'on se côtoie, on vit ensemble, on fait un bout de chemin, on profite l'un de l'autre, on vit en communauté, on évite le chauffage en dormant dans le même lit. Il y a plein de manières de gérer son mariage. Ouais. Mais là, quand on t'a dit de la fidélité, mais c'est pourquoi? Parce que on n'est que deux. Je, t'ai, apostrophe, aime. C'est ça, je t'aime. Mais sinon, tu dis je vous aime. Mais qui? Mais ils vont venir. Donc ça veut dire que la notion de fidélité, c'est pas une loi, c'est une réalité. Ben, toute la vie, c'est comme ça. La cache-route, c'est une réalité. Vous savez, c'est pas évident. J'habite à Jérusalem. Mais t'es juif, non? Oui, tu manges cachère. Non, mais j'ai pas grandi dans ce milieu. Je sais pas ce qui s'est passé pendant 1-2 générations. Il y a des gens qui sont sortis de l'autoroute. Mais quand Hachem il a donné la Torah, il a donné les règles. Les règles, c'est la vie. C'est comme ça qu'on vit. On vit en mangeant cachère. On va au mikvé. Ah non, je n'ai pas l'habitude. Mais tu es une femme, non? Ton mari, il va te toucher. Il ne peut pas te toucher si tu es nida. Il faut que tu ailles au mikvé. Mais pourquoi faire? Pour rien. C'est vrai, pourquoi tu manges? Pourquoi tu respires? Arrête. C'est vrai, la respiration, c'est des contraintes. Parce qu'après, tu respires, tu es obligé d'être vivant. Alors que quand tu es mort, tu es cool. On voit, qui peut trouver la sérénité du cadavre? Tu regardes-le comment il est. Détendu. Donc respirer, c'est contraignant. Ouais. Puis tu dis, ah non, c'est pas contraignant de respirer, c'est la vie. Et ben, le mikvé, c'est la vie. Le Shabbat, c'est la vie. Je comprends pas les gens, ils sont là, ils attendent le Shabbat après-midi pour aller faire les courses. Mais t'as l'air de quoi, là, chez Auchan, avec ton caddie? On t'a donné la doucha, on t'a donné la pureté, on t'a donné la sérénité, on t'a donné les interdits pour encadrer ta spiritualité, pour que tu retrouves ta famille, pour que tu te sentes sur la table, pour que tu vois tes enfants grandir, pour que tu évolues personnellement, pour que tu apprennes à prendre du recul, pour que tu puisses te concentrer sur ton évolution. On t'a donné tout ça, et toi, tu as été chez Auchan.
Je sais pas, il faut vraiment avoir une très, 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 très basse idée de la vie pour être impressionné par un nouveau shampoing. Qui fait les trois? Et d'ailleurs, j'ai lu un article dessus et j'ai vu une étude de consommateurs et j'ai participé à une émission où j'ai voté parce que c'était vraiment incroyable. Mais des cheveux d'une brillance. Tu regardes comme ça, tu te dis, mince, pourquoi attendre tellement longtemps pour mourir? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que la vie, elle est tellement vide que les gens, pour la remplir, ils mettent du vide. Parce qu'il n'y a pas de sens, parce qu'il n'y a pas de projet, parce qu'il n'y a pas de spiritualité, parce qu'il n'y a pas d'ambition, il n'y a rien. Alors quand il n'y a rien, tout devient intéressant. C'est sûr. C'est comme dans le désert, si tu n'as pas bu pendant 3 semaines, rien que la fraîcheur du métal, elle t'intéresse. Parce que c'est frais. Mais moi, je te propose du baron Rothschild à température ambiante de 1974, et toi, tu veux prendre du métal froid. Donc la question, c'est que tu n'as pas compris l'opportunité qu'on t'a donnée. Et ça, il y a 2 solutions. Il y a un problème de connaissance, ça faut apprendre, tu peux rien faire. Ouais. Et il y a un problème de motivation. Si tu n'es pas motivé, la plus belle des femmes, elle devient moche. Si tu n'es pas motivé, le plus beau des repas, tu te dis, excusez-moi, j'ai pas faim. Ouais. Si tu n'es pas intéressé, la plus belle des opportunités de business, tu vas dire, quoi, mais il faut y aller. Oui, il faut y aller, là. Il faut y aller. Tu vas là, tu pars maintenant, tu fais 15 heures de vol, tu arrives à Shanghai, le gars, il te propose le produit, tu signes, et après, tu le ramènes à Paris et tu prends 1800%. Ah. Mais il faut aller en Shanghai. Bah oui. Mais il n'a pas un représentant ici? Oui, mais il va te le vendre 1800% plus cher. Ah. Quelqu'un ne peut pas y aller à ma place? Mais tu n'as pas compris que tout le bénéfice que tu as fait, c'est l'effort que tu as fourni. Tout l'argent que tu as gagné, c'est le risque que tu as pris. Mais toi, tu ne veux pas. Mais alors, combien de gens ont raté leur vie par paresse? Combien de gens ont divorcé par paresse? Moi, je sais des gens, je dis, allez, c'est bon, écoute, ok, t'as tort, prends le téléphone, appelle-la. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qui a dit que c'est moi d'appeler? En vérité, il n'a pas envie de se lever. Il a divorcé par paresse. C'est beau. C'est beau. Tu te dis, écoute, demande à ton fils où est-ce qu'il en est. Ah, j'ai pas la tête, je suis fatigué, j'ai pas... Et maintenant, il est jeté, drogué, en bas d'une cité, en train de dealer. Si tu l'avais suivi au niveau scolaire, il aurait eu des résultats, la confiance en lui, l'ambition, il aura atteint quelque chose. Mais comme tu avais la flemme de te lever pour lui demander « montre-moi tes devoirs », eh ben le mec, il a été influencé par celui qui lui a parlé. Parce qu'on leur dit « dis-leur la vérité », sinon le dealer leur dira. Donc c'est juste de la flemme. Incroyable. Ouais. Mais c'est quoi de la flemme? De la flemme, c'est qu'à un moment, tu as cassé la chaîne du mouvement. Vous me suivez ou non? Le mouvement, tu l'as arrêté. Tu arrêtes le mouvement. D'accord? Et quand tu arrêtes le mouvement, tu arrêtes le temps, et tu arrêtes l'histoire, et tu arrêtes les opportunités. Parce qu'il n'y a pas d'aide divine dans la négligence. Vous l'écrivez bien, vous l'encadrez, vous le tatouez dans le dos de votre mère, comme ça vous le relisez souvent. Maman, retourne-toi, j'ai besoin de réfléchir. Ouais. Il n'y a pas d'aide divine dans la négligence. Quand tu négliges, le bon Dieu ne peut rien pour toi. Tu dis, mais Hachem, lève-toi. Hachem, achète un billet. Hachem, mets 5 000 € dans la boîte. C'est beaucoup. Tu as négligé. Il n'y a pas d'aide divine. Pourquoi? Parce que l'aide divine, c'est comme un barrage. Tu casses le barrage, l'eau, elle vient. Tu ouvres le robinet, l'eau, elle coule. Alors c'est vrai que la disproportion entre l'effort fourni d'ouvrir le robinet et le fait que tu as l'eau courante,
l'eau courante. Parce que rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, il fallait à l'oued pour aller ramasser, il fallait aller au puits pour prendre de l'eau. Il y a des pays aujourd'hui, ils ont des restrictions parce qu'il n'y a pas d'eau. On est en 2018, les gars, ils n'ont pas d'eau. À Johannesburg, ils ont des gros problèmes, ils n'ont pas d'eau. On revient à l'âge de pierre. Ouais. Donc quand tu ouvres le robinet et qu'il y a de l'eau, mais c'est la bracha. Ouais. Mais quand tu ouvres le magasin et que les clients y rentrent, mais c'est la bracha. Quand tu parles à ta femme et qu'elle te répond avec le sourire, mais c'est un miracle. Il y a tellement de râleuses, de laxatives, de lourdes, de méchantes. Donc toi, elle te sourit. Mais tu dois faire le halal avec bracha. Et les gens ils trouvent ça normal. Ah bah qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a oh, bah, moi aussi. Tu ouvres le robinet, il y a de l'eau. Tu voulais te marier, on te l'a présenté. Waouh. Tu veux un enfant, elle tombe enceinte. Tu veux que je t'en présente? Des gens, ça fait 18 ans qu'ils essayent. C'est la bracha. Et tous les gens que quand on leur annonce qu'elle est enceinte, ils font la gueule. Je suis enceinte. Oh non, là, c'est pas le moment, là. Oh non, écoute, on est en train de payer le pavillon. Mais tu peux même commencer à acheter ta place à Pantin, si tu veux. Au lieu de dire, Baruch Hashem, c'est un bébé, c'est une bracha, c'est une simcha, là, tu fais la tronche. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Désiré, le petit. Mais c'est quoi la logique? C'est que tu crées une dynamique positive qui va engendrer un mouvement. Et ce mouvement, il ne s'arrêtera jamais. Après, tu dois l'entretenir. Ben, comment il s'appelle le mouvement engendré de manière positive pour que la réalité, elle bouge? Il s'appelle Mida Keneged Mida. Mais malheureusement, comme tu peux ouvrir le robinet et faire couler de l'eau, tu peux aussi casser un barrage et faire couler le réservoir des toilettes. Et ça ne contient pas que de l'eau. Et c'est dégueulasse. Et tu dis, mais pourquoi ça m'arrive? Donc les gens ils viennent dire, Ramed Chetri, tout en même temps, contrôle fiscal, j'ai été embrouillé par un client, j'ai un impayé d'1 million d'euros, ma fille vient de m'annoncer que finalement elle change de lessive, elle choisit homo, ma femme est partie avec son prof de yoga, je vais mourir. Toi, tu crois que tout est arrivé en même temps, mais c'est faux. Quand vous voyez un fleuve, vous le voyez le fleuve, ouais. Mais le fleuve, c'est des dizaines de rivières, ouais, qui sont alimentées par des dizaines de ruisseaux, qui sont alimentés par des centaines de milliards de gouttes d'eau. Donc ton problème à toi, c'est que quand tu regardes le fleuve, tu vois pas le cumul. C'est le cumul. Comme quelqu'un, tu lui dis, tu lui parles mal, puis un jour elle fait une crise. Puis un jour elle te trompe. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé un gars qui lui parlait bien. Tu sais, tu dis, mais attends, mais écoute, bon, c'est vrai, je t'insulte, je te pourris, je te maudis, toi, ta race et ta famille. Mais à part ça, je t'aime, je te gâte, je t'emmène aux Bahamas. Ok, mais j'en peux plus de tes gros mots, j'en peux plus. La grosse, la truc, la tepu, j'en peux plus. Ouais. J'en peux plus, je vais mourir, je vais m'étouffer. Mais c'est une façon de parler, mais tu crois que je le pense? Tu crois que je le pense? Eh bien, si tu le penses pas, ne le dis pas. Eh bien, je suis fatigué. Donc lui, qu'est-ce qu'il a vu, lui? Il a vu un mot après l'autre. Il n'a pas vu la rivière. Je suis bon, comme un enfant. Des fois, les enfants, tu ne te rends pas compte. Mais finalement, quand tu te dis, tiens, de quoi on a parlé toute la semaine? Tu regardes toutes les discussions de la semaine, c'était que des reproches. Tu ne t'es pas rendu compte. Ah, comment tu t'habilles? Ah, t'arrives en retard. Ah, ben lève-toi, enlève ton note de ton nez. Où ça en est? Pourquoi t'as eu de mauvaises notes? Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit de ne pas parler avec le petit Cohen toute la semaine. À la fin de la semaine, il dit, alors, comment c'est ta semaine? Papa, la vérité? Oui, je veux mourir. Je voudrais mourir. Mais pourquoi? Mais tu me fais que des reproches. Chaque fois que toute la bouche, c'est négatif. Mais alors toi, encore une fois, tu vois que chaque goutte, tu vois que chaque mot. Ouais. Ah, tu dis, mais attends, je travaille pour lui, je me fatigue pour eux. Tout ça, c'est moi qui l'a construit. Je leur apporte le bien. Je m'esquinte la santé. Donc toi, en fait, tu annules le mal que tu dis dans le bien que toi, tu fais. Mais lui, il ne voit pas le bien, lui. Il entend le mal. C'est fini. Ça fait une rivière. Ça fait une dépression. Ça fait de la drogue. Ça fait du rejet de la religion, du rejet de la famille. Ces fois, ils me disent, écoutez, Ramed Chetri, il est parti un matin, on n'a aucun contact, on ne sait même pas où il habite, il veut plus nous parler, il veut... Je lui dis, si vous avez fait quelque chose? Non. Moi, la vérité,
j'ai jamais vu une palissade peinte et je me suis dit, personne ne l'a peint. Elle s'est peinte. Le gars, il a acheté une palissade en bois brut et elle s'est peinte toute seule, avec le temps. C'est une question de conviction et de patience. Si la palissade, elle est peinte, c'est qu'elle a été peinte. Je sais que c'est dur pour vous parce que vous dites, c'est vrai, mais c'est comme ça. D'un côté, c'est déprimant, d'un autre côté, c'est extraordinaire. Parce que si tu sais que la palissade, elle est peinte parce qu'on l'a peint, tu sais ce que tu n'as qu'à faire? Tu n'as qu'à choisir la couleur, puisque tu vas la peindre. Vous me suivez ou... Ça veut dire que la liberté, c'est l'école de la maturité. Donc les gens qui refusent la maturité, en fait, ils refusent la liberté. Après, ils se plaignent qu'il leur arrive des trucs qu'ils n'attendaient pas et dont ils ne veulent pas et qu'ils n'assumeront pas, parce que de toute façon, ils n'y croient pas. Mais le seul facteur commun, c'est pas. Et pas à pas, tu vas y arriver. Alors que si tu fais le contraire, tu dis chaque chose, tu dis je la prends, je la veux, je l'investis, je la construis. Et vas-y, pousse, 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 comme la boule de neige. Elle était petite comme ça, petite comme ça, petit truc de rien, comme ça. Vite fait, hop, 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 hop. Et après, tu as vu comment tu fais? Tu la roules. Vous avez essayé de faire ça? Vous faites ça tous les jours avec les clients, vous les roulez. D'accord? Mais vous faites ça. D'ailleurs, à la fin, le gars, il finit une bonhomme de neige. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? Que quand tu roules la boule, qu'est-ce qu'ils font les cristaux de neige? Ils accrochent de nouveaux cristaux. En français, on appelle ça créer des opportunités. Comme tu lances une discussion, eh ben, la discussion elle se développe et tu l'enrichis, et tu mets de l'émotion, tu mets de la simplicité, et tu mets de la gentillesse, et tu mets de l'humour, et ben tu t'es marié. Hein. Et l'autre, il est resté en face. À ton avis, il faut dire quoi au début? Bonjour. Comment je l'aborde? Vous habitez chez vos parents? Oui, en 52, oui. D'accord? Mais ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, tu as créé l'opportunité. Tu as poussé. Ouais, comme ça, comme tu travaillais tu démarrais là-bas chez le truc dans la boîte de, je sais pas quoi, de fashion là-bas. Et tu as dit au gars, moi, si vous voulez, moi, je m'occupe du 72. Le mec, il t'a dit, attendez, on a un responsable, il fait tout le nord de la France. Il dit, non, moi, je suis prêt à le faire. Tu te sors tes trucs, tu vois, là, j'ai passé la nuit, voilà, j'ai référencé les points de vente, les magasins, voilà les taux de rentabilité, voilà, je le fais. Alors le patron, il dit, tu sais quoi, fais-le. Ouais. Ou non, tu vas dire, non, j'attends que d'être nommé, ou j'attends que Mila Shamaïm. Vas-y, pousse ton destin. Quand tu pousses le destin et que ça marche, ouais, c'est Mida Keneged Mida. Vous me suivez ou non? Ouais. La preuve, c'est que dans le mal, ça marche. Parce que malheureusement, la réalité du mal, elle prouve la réalité du bien. Parce que tu vois bien que quand t'es méchant, t'es menteur, t'es tordu, t'es truand, t'es truc, à la fin, ça te tombe sur la tête. Donc ça marche. Donc le contraire aussi. La seule chose, c'est que c'est la même dynamique, mais c'est pas la même connotation. Comme la haine et l'amour, c'est la même dynamique. C'est pour ça que les gens qui s'aiment, ils peuvent arriver à un crime passionnel. Donc moi je dis le contraire, vaut mieux aimer les gens que t'aimes pas. Vaut mieux tuer les gens que t'aimes pas. Pourquoi tu tues les gens que tu aimes? Oui, mais tu sais pourquoi? Parce que je l'aimais tellement, j'ai été énormément déçu. Mais c'est toi qui as fait l'erreur. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu dois augmenter la patience. Vous me suivez ou non? Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? En aimant, tu as augmenté l'exigence. Donc, tu as augmenté l'opportunité d'être déçu. Donc, tu étais encore plus déçu. C'est pour ça qu'il faut être plus tolérant avec les gens proches. Il faut être plus bon avec les gens proches. Il faut être plus investi avec les gens proches. Exactement l'inverse de ce qu'on fait. Avec le fils du voisin, tu es hyper patient. Alors qu'en plus, ça pourrait être le tien. Ouais. Et alors avec ton fils à toi, tu es nerveux, tu fracasses, tu l'envoies balader, tu l'envoies paître. Non, c'est l'inverse. Il faut faire preuve de plus de patience. Ça s'appelle en français les montants compensatoires. Ouais. Si par exemple, tu es très très intelligent, tu dois travailler beaucoup ta patience. Si tu as le cerveau très très rapide, ouais,
Il faut développer un démultiplicateur, démultiplicateur d'impact. Parce que sinon, tu vas tuer les gens. C'est comme si tu marches vite. Après, tu dis à ta femme, tu traînes. D'abord, elle est au 8e mois. En plus, elle a pris 32 kilos. Ouais. Et en plus, elle est fatiguée. Elle ne traîne pas. C'est toi qui marches vite. Donc, qu'est-ce que tu fais en fin de compte? Tu dis, puisque c'est moi qui l'ai mis enceinte, puisque c'est toi le fautif, a priori, elle n'a pas fait toute seule, d'accord? Donc, tu dois avoir plus de patience. C'est normal. Donc, qu'est-ce elle voit que le business, en ce moment, il est calme. Elle va pas chez Louis Vuitton. Elle va pas chez Chanel. Elle va chez Tati. Elle fait preuve de compréhension. Ouais. Elle achète un faux à Rimini. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'on crée une dynamique, mais en même temps qu'on crée la dynamique, on crée le compensatoire de la dynamique. Exactement comme le catamaran. C'est exactement pareil. Ouais. Il n'y a rien de marrant là-dedans, mais pas les catamarans avec 3 coques. Ouais. Avec 2 coques. Avec une seule coque. Enfin, avec 2 coques, pas avec 3 coques. D'accord? Donc le gars, il est en équilibre. Tu dis, mais il est bizarre ce bateau. C'est pour ça que quand le bateau il va d'un côté, la voile elle est très forte, ils sont obligés, tout l'équipage, de se mettre de l'autre côté. Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Quand ça va bien dans la famille, allez, toute la famille, elle va de ce côté. Quand ça va mal, toute la famille, elle va de ce côté. On est solidaires, on avance ensemble, on le fait. Maintenant, cette logique-là d'être capable de faire la compensation, ouais, c'est qu'on a compris que le mouvement qu'on a créé, il a besoin, pour être équilibré, d'être maintenu par une solidarité. Donc on a 2 problèmes. On a un problème, c'est qu'il faut démarrer, et après on a un autre problème, c'est qu'il faut maintenir le mouvement. Et le mouvement, il nécessite l'équilibre. Donc dans le Mida Keneged Mida, du bien, il y a aussi du mal. Comme dans le Mida Keneged Mida, du mal, il y a aussi du bien. La preuve, c'est qu'il y a des leçons que tu n'arrives pas à comprendre, mais quand ça t'arrive dans la tronche, d'un seul coup, tu comprends. Donc tu vois que le mal, il t'a fait du bien. Alors que le contraire, quand tout était bien, eh ben, tu t'es endormi sur tes lauriers, ouais, et tu as grandi dans un cocon. Et un cocon, c'est une alternative. Ça crée ou un co, ça que le confort est dangereux. Tu t'habitues au confort et tu fonctionnes de moins en moins bien. Vous entendez quelque chose là? Il faut augmenter le son ou c'est dur? Peut-être c'est mieux si je l'allume. Quoi, depuis tout à l'heure, vous n'entendez rien? Ça, c'est des midotes. Ça. Ils n'entendent rien, mais ils disent rien. Donc, et moi, je dis, c'est bizarre, il n'y a pas le son normal. Mais comme je suis regardé par 2 autres qui me ressemblent, donc la logique, vous avez compris maintenant, c'est une logique de mouvement et une logique de compensation. C'est-à-dire c'est perpétuel, en fin de compte, c'est un perpétuel besoin d'équilibre, un perpétuel recherche d'équilibre. Ouais. Il dit, si c'est ça, alors comment on regarde les textes? Par exemple, la Gemara dit que un rapport que Shimshon, il a commencé à fauter avec les yeux, il a été puni avec les yeux. Ouais. Parce que Shimshon, c'était un prophète, c'était un juge. C'était un très très haut niveau de spiritualité. Bon, quand vous le voyez dans les films avec Dalila, c'est une autre version. Mais la version de la Torah, c'est un très très grand sadique. Mais la Gemara, elle a dit que quand il a vu cette femme, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu sa beauté. Ouais. Donc comme il a vu sa beauté, il a regardé son extériorité. Donc automatiquement, il a commencé à fauter par les yeux. Commencer à fauter par les yeux, ça veut dire être pris dans la logique de la superficialité. Maintenant, c'est très très dur de produire de l'essentialité quand on est concentré sur la superficialité. Ça va? Par contre, le contraire, quand on est concentré sur l'essentialité, d'accord, on peut recevoir de la superficialité, c'est pas gênant. Comme par exemple, tu vois la beauté du mariage, tu te casses pas la tête pour des détails, mais ça te fait plaisir qu'il soit là. Mais si tu te casses la tête sur les détails, genre les napperons ils sont coordonnés avec le truc, il y en a 2 qui n'ont pas mis la cravate qu'on avait demandé que tout le monde mette, la kippa qu'on avait acheté spécialement pour tout le monde pareil, le gars il s'est raté son mariage parce qu'il y a un gars qui a pas mis la kippa rose. Mais c'est quoi l'idée? C'est que si toi tu te fais attraper par des détails, c'est qu'au fond tu es dans la petitesse.
pour ça que moi, toujours, mes enfants, je disais, il faut que vous alliez à l'Yeshiva, un peu au kollel. Parce que à l'Yeshiva et au kollel, d'abord, tu manges pas bien, souvent, tu dors pas bien, vous êtes plusieurs dans la chambre, ouais. Il y en a un qui fait du bruit, à 4h30 du matin, il veut ranger sa chambre. L'autre, si t'as pris ton rasoir, il t'a pété, d'accord? Et puis l'autre, il sent des pieds, l'autre, il ronfle. Eh ben, tu vis le mariage comme une libération. Et si on te dit, bah, aujourd'hui, il y a moins à manger, bah, c'est pas grave. Parce que tu as bouffé le manger de la yeshiva. Ouais. Mais si toi, tu es habitué à avoir tout le temps des trucs bons, dès que ça baisse un petit peu de niveau, tu commences à souffrir, tu commences à faire la tête, tu commences à râler, tu commences à devenir insatisfait, aigri, méchant, cruel. Sur la base de quoi? D'un niveau d'exigence qui a été créé par. Donc tu vois que le mal, quand il est bien vécu, il génère du bien. Maintenant, ce n'est pas fondamentalement du mal. C'est que tu avais tellement ta tête dans la yeshiva, tellement ta tête dans la Gemara, que tu t'en fichais de ce que tu mangeais. Et tu vas me dire, bon, mais c'est spécialement dans la Torah. Non! Un gars, il crée sa boîte. Et pendant 3 ans, il est à fond la caisse. Il ne se rappelle même pas s'il a mangé, s'il n'a pas mangé. Il prenait un café le matin, il mangeait une pomme, un sandwich, il travaillait 28 heures par jour. Le gars, c'était les plus belles années. Maintenant, il est installé, il a ses 142 000 euros qui rentrent par mois, sans rien faire. Et tu dis, ben, je regrette ces années-là, les années de la création, les années du développement. Pourquoi? Parce qu'il était sur l'essentiel. Il était sur l'essentiel. Et maintenant, vite, les gens, ils veulent se débarrasser de cette période-là, parce que la période de l'essentialité, elle t'oblige, toi, à être dans l'essentiel. Donc, elle t'oblige à prendre des décisions, elle t'oblige à faire des choix, elle t'oblige à grandir. Donc, les gens, vite, ils veulent se débarrasser de cette période-là pour atteindre la sérénité, la tranquillité du cimetière. Le repos éternel. Mais non, c'est dommage. Parce que c'est le mouvement qui crée le mouvement. Regardez le sport, c'est un truc bizarre. Le mouvement, il crée, je sais pas quoi, une endomorphine là, à l'intérieur du corps, qui fait qu'en fin de compte, t'as encore plus la pêche. Moi, je connais des businessmen, ils font 1h30 de sport avant d'aller au travail. Et les mecs, ils ont une boîte, il y a 600 employés. Ils font 1h30 de sport, ils font la prière, ils attaquent. Ils arrivent des tanks au travail. Ouais. Donc, ça devrait fatiguer le sport. Non, ça donne la pêche. Ton cerveau, il va plus vite, ton corps, il est bien. Toutes les articulations, elles fonctionnent. Tu es prêt à travailler. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Si toi, tu fais le sport dans ton couple, d'accord? Ça veut dire que tu travailles avec elle, tu évolues avec elle, tu lui fais plaisir, tu cherches à la comprendre, tu trouves des occasions de faire, tu organises des week-ends. Donc, ton couple, il est vivant. Ça crée une énergie qui va nourrir et qui va continuer à nourrir. Tu as une relation avec l'enfant, tu lui parles, tu rigoles avec lui, tu joues au foot, tu l'emmènes, tu révises, tu prends la Guémara, tu l'emmènes à la synagogue, tu marches avec lui, tu te dis on va aller là-bas, on va aller dans une autre qui est plus loin. Pourquoi? Comme ça tu peux parler plus longtemps avec lui. Ouais. Et bien un jour il a un problème, il dit papa, il faut que je te parle. Alors que si toi tu dis non, écoute, ça se fait pas, et il est trop petit, je comprends rien à ce qu'il veut, puis ça me saoule, je suis là, lui tenir la main, puis de toute façon à la synagogue il est pas gentil, il est pas. Ok. Un petit, mais pourquoi il me parle pas? Pourquoi quand tu as un problème tu me dis rien? Mais comment il va te parler? T'es qui? Est-ce qu'on parle avec une machine à sous? Est-ce que tu peux prendre dans les bras un portefeuille? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Shimshon, il a regardé Dalila, ouais, ok, peut-être elle avait un potentiel, ok, peut-être ça pouvait être une grande sadéquette, mais la première chose qu'il a regardée, c'est ses qualités morales. La Gemara, elle dit, il a commencé à fauter par les yeux, il a été puni par les yeux. Donc les Philistins, les Pélishtim, quand ils l'ont attrapé, ils lui ont crevé les yeux. Et lui, il tirait sa force de ses yeux et de ses cheveux, les deux. Donc ils lui ont coupé les cheveux, ils lui ont crevé les yeux. Mais ils ont oublié ça, les Pélishtim. Les cheveux ont repoussé. Et lui, il a dit, mais moi, je vois rien. Je veux voir comment ça va se terminer. Il a prié Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Hachem, pendant 40 ans, j'étais juge. Et c'est marqué dans la Torah que Ashochad Ya'aver ene chachamim, le pot de vin aveugle les yeux des sages. Et moi, en 40 ans de juge, je n'ai jamais reçu un pot de vin. Donc mes yeux, ils sont purs. Donc sous-entendu, ok, j'ai fauté avec les yeux, mais pour le fait que j'ai fauté avec les yeux, il fallait me crever un œil. Mais le deuxième œil, il ne fallait pas le toucher.
Donc il a exigé qu'Hachem lui rende la vue d'un œil. Il a eu ce miracle, il a retrouvé la vue d'un œil. Ouais. Et il était dans le temple avec 10 000 Philistins. Il était accroché à 2 poteaux. Vous connaissez la scène. Ouais. Et il a fait tomber les 2 poteaux et tout le temple, il est tombé, il est mort avec les 10 000 Philistins. Mais cette règle-là, ouais, que j'ai droit de retrouver la vue dans une négociation avec Hachem. C'est bizarre. Parce qu'il restera toujours la question. Comment il s'appelle Hachem? Melech Mishpat. Melech HaMishpat. Ouais. C'est le roi du jugement. Il s'appelle Emet. C'est la vérité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce qu'il a dit c'est vrai, Shimshon, ça veut dire que Hachem il aurait fait quelque chose de faux. Alors je vous donne un secret, mais gardez-le pour vous et pour vous. C'est que des fois Hachem il crée un espace. J'arrive. Il crée un espace dans la réalité pour que l'homme intervienne. Vous me suivez ou non? Il va cacher une porte pour que toi, tu ouvres la porte. Et ça fait partie de ça. Mais des fois, c'est très bizarre parce que c'est presque un piège. Par exemple, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, va compter les bénis Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il s'est mis devant la porte. Et quand il était devant la porte, il y avait une voix céleste qui sortait, qui disait dans cette tente, il y a 2 femmes, 3 enfants, un mari, une grand-mère. Il ne rentrait pas. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il pense qu'il ne doit pas rentrer dans la tente. Ça ne se fait pas. C'est honteux, tu rentres chez quelqu'un, tu rentres comme ça, soi-disant. Ah, tu dis, mais le bon Dieu m'a ordonné. Ouais. Et Hachem, il lui a pas reproché de l'avoir fait. Vous me suivez ou non? De la même manière, Hachem, il a ordonné par exemple la destruction des bénis Israël. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est battu pour sauver les bénis Israël. Hachem, il dit, mais je ne comprends pas, je t'ai dit que je vais les détruire. De quoi qu'est-ce que tu fais? Mais non, parce que Hachem, lui, il est émette. Et eux, ils ont fauté, donc ils méritent d'être punis. Mais lui, Moshe, il est le défenseur, donc il est obligé de défendre. Et chacun, il fait ce qu'il a à faire. C'est que si Moshe, il avait fait le faillot, il aurait dit, bon, bah écoute, si tu as décidé de les détruire, il faut les détruire. Hachem, il aurait dit, ouais, c'est ça, monsieur le défenseur d'Israël. C'est ça le problème. Alors tu dis, alors, pourquoi Hachem, il lui a proposé alors? Donc tu as compris qu'il y a des zones d'ombre qui n'ont été créées pour que toi, tu allumes la lumière. Donc ça veut dire que c'est très très difficile de savoir, au fond, quel est le but du projet. Vous me suivez ou non? Parce que des fois, le but du projet, c'est une épreuve. Des fois, le but du projet, c'est de te pousser à bout. Et des fois, le but du projet, c'est que ça va se terminer comme ça a commencé. Mais tu ne le sais pas. Donc des fois, le projet, c'est bouge-toi. Des fois, le projet, c'est est-ce que tu es capable d'accepter le décret divin ou non? Je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais l'énergie pour se battre, c'est pas la même énergie pour accepter. C'est pour ça que les gens qui se battent, ils ont du mal à accepter. Par contre, les gens qui ne se battent pas, ils font que ça d'accepter, eux. Puisqu'ils ne se battent pas de toute façon. Oui? Non, tu dois avoir les 2 qualités. Pourquoi? Parce que Hachem, il t'a dit bats-toi. Eh bien, tu te bats. Et après, Hachem, il t'a dit accepte. Eh bien, tu acceptes. Maintenant, si toi, tu es un serviteur de Dieu, il n'y a pas de différence pour toi entre te battre ou accepter. Mais si toi, tu es un serviteur de toi-même, donc tu combats Dieu. Donc c'est dur d'accepter. Vous me suivez ou... Si vous allez dire, bon, mais ça reste quand même difficile. Mais c'est pareil. Un enfant, par exemple, tu as de l'ambition, tu as de l'ambition, tu as de l'ambition. À la fin, il te dit, je veux autre chose. Eh bien, tu dis, ben, t'es mon fils. Je t'aime dans tes choix. Mais je pense qu'il fait une erreur. Tu lui as parlé, tu l'as poussé, tu l'as expliqué, tu as payé les cours particuliers. Et lui, il a tout fait pour glander. Eh bien, ce qu'il n'a pas appris à l'école, il va l'apprendre dans la vie. La seule différence entre l'école de la vie et l'école tout court, c'est les cicatrices. Là, c'était un dépôt de bilan. Là, c'était une déception. Là, c'était une amitié qui a été déçue. Ben oui, parce que à l'école, c'est de la théorie. Alors que là, c'est pratique, c'est réel.
Donc tu t'es planté à l'interro, bon, écoute, t'as 0 à ton devoir de compta, eh ben écoute, ça baisse ta moyenne. Mais quand dans ta société, tu as 0 à ton devoir de compta, ça s'appelle un dépôt de bilan. Et comme tu étais en nom propre, ils te prennent la maison, ouais, et en plus, c'est du pénal. Tu dis, attendez, moi, je me suis juste amusé à faire du fric. Oui, tu t'es amusé à faire du fric, et maintenant, tu as 5 ans pour faire des études. Et t'en fais pas pour la santé, c'est là-bas que tu vas être. Pourquoi? C'est très simple. Les 5 ans de prison que tu n'as pas voulu faire à l'école, tu vas les faire en prison. C'est comme les gens qui se marient pour fuir leurs parents. C'est complètement idiot. Puisqu'en fin de compte, tu changes de geôlier. Tu ne dois pas te marier pour fuir tes parents. Parce que sinon, tu vas rencontrer ce que tu fuis. Par contre, quand tu as bien appris de tes parents, tu as bien grandi avec tes parents, tu as bien profité avec tes parents, et que maintenant tu passes à une autre étape, ben c'est comme dans une boîte de vitesse. Ouais, il n'y a pas de jalousie entre la seconde et la première. Et la quatrième, elle n'en veut pas à la troisième. Ben c'est des étapes. C'est des étapes. Ben, tu étais une fille bien, et puis après tu étais une femme bien, et après tu étais une maman bien, et après tu étais une grand-mère bien. Et ça va bien, tout va bien. Tu dis pas, oh, quand même, c'était autre chose, la nostalgie, je regrette, c'était une époque, c'était autre chose. Et ouais, jusqu'à quand on peut être vieille dans sa jeunesse? Ouais. La jeunesse, c'est de vivre avec son temps. Ouais, c'est ça la jeunesse. Ça s'appelle l'élasticité neuronale. Maintenant, si tu es lourd à 21 ans, tu es vieux. Et si tu es refif à 82 ans, tu es jeune. Tu es capable de te remettre en cause, de lancer des projets, de réfléchir, de t'auto-critiquer, tu es jeune. Mais si tu es susceptible, lourd, brêle, entêté, méchant, obtus, tu es vieux. Pourtant, tu as 14 ans. Donc, vous avez compris que quand la Torah, elle donne des exemples de Mida Keneged Mida, elle montre comment quelqu'un, au fur et à mesure qu'il va agir dans ses choix et qui crée cette réalité, il faut qu'il accepte que cette réalité, elle est redondante, que cette réalité, elle est active, qu'elle est vivante. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que quand Yehuda, il a dû annoncer à Yaakov Avinu que son fils avait disparu, Yosef, ouais, il n'a pas voulu dire qu'il l'avait vendu. Ouais, il a amené la tunique pleine de sang, il l'a jetée, il a dit « Akerna, reconnais, je t'en prie, cette tunique. » Maintenant, Yaakov, il voit la tunique de son fils pleine de sang. Qu'est-ce qu'il pense? Il est mort. Ça va? Maintenant, des années plus tard, Yehuda, il a été avec Tamar. Et maintenant, elle est enceinte. Et elle était veuve de son fils, de ses 2 fils. Et maintenant, elle est enceinte. C'est très rare qu'une veuve tombe enceinte. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont condamné. Ils ont dit, écoute, elle était promise au 3e frère. Et maintenant, elle a été dans la débauche, puisqu'elle est tombée enceinte. Elle doit mourir. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aurait pu dire, mais vous rigolez. Vous savez de qui je suis enceinte? De lui. Non, elle n'a rien dit. Elle a juste pris les signes qu'elle avait reçus de Yehuda. Elle les a envoyés par quelqu'un. Elle a dit, dites-lui, Akerna, reconnais, je t'en prie, ces objets. Maintenant, lui, il voit les objets que lui, il a donnés à cette femme-là, croyant qu'elle était une prostituée. En fin de compte, c'était sa belle-fille. Ouais, et elle est tombée enceinte de lui, et de là-bas, il va venir Mashiach. Et lui, il a un choix incroyable. Parce que lui, il a promulgué une loi comme quoi on doit brûler une prostituée, et lui, il a été avec elle. Donc, normalement, il aurait dû dire, ah ben, écoute, au nom de l'équilibre de l'État et de la reconnaissance de l'autorité, je suis obligé de mentir. La raison d'État, ça s'appelle en français. Il a dit non. Il a dit Tzadka mimeni. Elle a raison. C'est vrai. C'est moi qui ai été avec elle. Et il a reconnu. Il a été modé. C'est pour ça qu'il s'appelle Yehuda. Ouais. Mais regarde les circonstances. Toi, tu as mis une angoisse à ton père incroyable en disant reconnais, je t'en prie. Et toi, tu t'es retrouvé dans une angoisse incroyable en entendant les mots reconnais, je t'en prie, à Kerna. Pourquoi le bon Dieu il fait ça?
Pourquoi la vie, elle fait ça? Ouais. Parce que des fois, tu ne te rends pas compte que les bonnes intentions ne peuvent pas tout légitimer. Et même si tu es dans ton droit, ouais, tu ne peux pas en profiter pour faire du mal. Parce que pour le bien que tu as fait, tu vas être récompensé. Mais si ce bien, il est accompagné de mal, ou il est enrobé de mal, ou il génère du mal, tu vas être aussi puni pour le mal. Parce que c'est un package. Vous me suivez ou non? C'est comme si toi, par exemple, la Gemara a dit que Hana, elle n'avait pas d'enfant. Alors la deuxième femme de Elkana, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle en avait 10. Ouais. Et Hana n'en avait pas. Alors qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Pour donner envie à Hana de prier, elle faisait passer ses 10 enfants en lui montrant, regarde, c'est dommage, tu n'as pas d'enfant. Regarde, 1, oh, 2, oh, dommage, 3, oh, 4. 10 fois l'angoisse. Ouais. Mais elle l'a fait dans quel esprit? Pour qu'elle ait envie de prier, pour avoir un enfant. Oh, quelle mitzvah, quelle mitzvah. Magnifique. Mais elle a perdu ses 10 enfants. Ils sont tous morts. Tu dis, mais je l'ai fait dans une bonne intention. Les goïms, ils ont un mot pour ça. Ils disent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'enfer, c'est l'enfer. L'enfer, les flammes, la mort, la crise, les nerfs, la souffrance. Le parterre, c'est quoi? Le parterre de l'enfer. Ouais. Tu dis, c'est des braises. Non. C'est des bonnes intentions. Que des bonnes intentions, des bonnes intentions, que des bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire que quand toi, tu es rempli de bonnes intentions, réfléchis si tu n'es pas en train de créer l'enfer de quelqu'un. Mais avec une bonne intention. Vous me suivez ou non? L'autre, tu l'insultes, tu le casses, tu le fracasses, tu le stresses, mais c'est pour son bien. D'ailleurs, il s'est suicidé vraiment, il a atteint le bonheur. The bonheur. Tu vas me dire, oui, mais enfin bon, moi je pensais que c'était comme ça, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Je connais des gens qui ont poussé leurs enfants comme ça. Le gosse, il s'est pendu. Il s'est pendu avec un objet religieux. Pour bien montrer à son père que c'était à cause de ça. Genre, si 2 fois que tu n'aurais pas compris. C'est grave, hein? Mais c'est quoi l'idée? C'est que je ne pense pas que le père, il n'aime pas son fils. Il l'adore. Et je ne pense pas qu'il est méchant fondamentalement. Mais il est au minimum maladroit. Pourquoi? Parce qu'une des forces du Yetzer Hara, c'est ce qu'on appelle le détournement d'intention. Toi, tu pars avec une volonté, ouais, et le Yetzer Hara, il va détourner la volonté. C'est comme si toi, par exemple, tu veux faire un cadeau à quelqu'un, tu es content. Ouais, et toi, tu arrives et tu vois que l'autre, il ne dit pas bonjour, ou qu'il a exactement le cadeau que tu veux lui offrir. Et d'un seul coup, tu te mets à gueuler, à t'énerver, à faire la tête et à l'insulter. Le gars, il ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas, tu es venu pour mon anniversaire. Ouais, mais pour qui tu te prends de faire un anniversaire? En vérité, tu es juste vexé, tu es juste susceptible, tu es juste que tu as mal pris quelque chose qui ne t'a pas plu, et hop, tu as dérivé. Donc, tu es parti d'une bonne intention et tu es arrivé à une mauvaise intention. Donc, ça veut dire que il faut être encore plus attentionné quand on a une bonne intention que quand on a une mauvaise. Parce que comme tu impliques plus, comme tu t'impliques plus, donc tu es plus sensible, donc ça peut facilement tourner à la susceptibilité, à un mal-être, à de la haine. Alors que tu dis, je ne comprends pas, j'étais venu pour le bien. Comment ça se fait que ça s'est mal fini? Tu vois des gens, ils organisent l'anniversaire de mariage, ils s'engueulent pendant tout le week-end. Tu dis, mais c'est dommage. Ouais, mais c'est cher, et puis à quoi ça sert, et puis ça me prend la tête, et puis c'est pas ce que je voulais, et puis tu comprends rien, et de toute façon tu m'as jamais aimé, et de toute façon tu ressens rien. Je crois pas, c'est l'anniversaire de mariage. C'est pas la date de la mort. C'est pas la ascarade de la choupa. C'est la date du mariage. C'est l'anniversaire de mariage. Oui. Ça veut dire que quand quelqu'un il va créer une dynamique positive, ouais, il sait qu'en même temps il crée de la négation. C'est comme ça. Comme un rave, quelqu'un lui a fait du mal, il a été le voir, il dit, mais je comprends pas pourquoi tu me fais du mal, je t'ai jamais fait de bien. Les gens à qui j'ai fait du bien, je comprends qu'un jour ils vont me faire du mal. Pourquoi? Parce que c'est tellement dur de dire merci que les gens ils transforment leur difficulté à dire merci en méchanceté. Parce que c'est dur d'accepter de dire merci. Parce que pour dire merci, il faut casser son orgueil et ses susceptibilités et l'impression d'être dépendant des autres
Mais si vraiment le gars, il l'a fait de bon cœur, il t'a organisé, il t'a fait un cadeau, il t'a fait un repas, dis merci et c'est tout. Mais j'ai besoin de rien et je lui ai rien demandé. Pourquoi c'est tellement dur de dire merci? Donc tu vois que le fait que quelqu'un que te donne quelque chose, ouais, automatiquement ça crée quelque chose. Donc cette logique-là, de tout le temps être dans la logique que tout ce qu'on a mis, c'est comme tu es invité chez quelqu'un, tu as bien mangé, c'était un repas de folie, et toute la nuit tu as vomi. Mais sur les 12 salades, les 3 plats, il y avait juste un truc qui était tourné. Maintenant, tu ne peux pas lui dire tu m'as empoisonné, parce qu'il t'a invité. Mais tu as vomi toute la nuit. Vous suivez ou non? Donc tu peux rien dire, tu dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Pourtant, il y avait un petit truc qui était. Et c'est pas de sa faute, ça peut tourner. Hein. C'est le saumon, le thon, n'importe quoi, ça tourne. Et après, tu manges. Derrière, des fois, c'est une petite bactérie de rien qu'elle s'est posée là, juste sur ta part à toi, de la tarte, de la tourte au saumon. Tu as senti une odeur, mais tu as dit, bon, je ne vais pas faire la honte. Et toute la nuit, tu as vécu la mort. Et c'est pas grave. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait quelque chose et qu'on a cette force de scanner à chaque instant, ouais, tous les détails et toutes les facettes de ce que tu fais et de ce que tu engendres, les deux en même temps, de ce que tu fais et de ce que tu engendres. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, le souci, c'est que on a un taux de réactivité qui est tellement rapide que des fois, on ne se rend pas compte. Par exemple, il y avait un arabe, il disait, il y a tout un travail, toute une avoda, par exemple, que quand le serveur il tombe avec le plateau, tu ne le regardes pas. Alors qu'il y a un réflexe naturel, tu entends un gros bruit, et tout le monde se retourne, et tout le monde rigole, parce que c'est marrant. C'est marrant parce que c'est déclassé, je ne sais pas comment ils disent, ouais. C'est pas normal de tomber par terre, donc ça provoque un rire nerveux. C'est pas marrant en soi. Le mec, il en a partout. En plus, il y a un verre qui s'est enfoncé dans sa gorge, donc il va mourir. Donc c'est pas marrant en soi, mais ça fait rigolo. Ouais, ça fait marrer. Donc quand toi, tu arrives à ne même pas tourner la tête, tu as entendu le bruit, tu as compris ce qui se passe, tu tournes pas la tête. Ouais. C'est une force. Quelqu'un te fait une remarque désobligeante. Tu fais genre, t'as pas compris. Tu dis, ouais, de toute façon, avec toi, ça se passe toujours comme ça. Ah, je suis content de te voir, comment ça va? T'arrives à faire ça, toi? Ah, moi, je peux pas, moi, je démarre au quart de tour, moi. Moi, je le déchire, je l'insulte, je le pourris lui, sa race et sa famille. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'il a mal parlé. Écoute, ou c'est sa nature, ou alors il a un truc sur le cœur. Maintenant, toi, tu vas rentrer dans son jeu parce qu'il t'a mal parlé. Donc, ça veut dire que tu dois être capable d'anticiper que ça se passe bien ou que ça se passe moins bien, que c'est toi qui vas décider comment elle va être la suite, au moins à ton niveau à toi. Sinon, tu vas passer ta vie à réagir. Et ça rentre encore dans le Mida Keneged Mida. Parce que c'est comme ça la vie. C'est comme ça. Si tu peins avec une peinture claire, la maison elle est claire. C'est vrai que c'est très bizarre les peintures. Vous avez déjà fait de la peinture chez vous? Ouais. Des fois, tu dis, tiens, on prend cette couleur. Tu écoutes cette couleur quand tu la vois comme ça sur 20 cm², ça va. Mais quand elle est sur un mur, elle est noire. Arrête, elle est noire. Des fois, le blanc, il est gris. Tu dis, mais c'est pas possible, t'as pas en gris? Non, c'est blanc. C'est le blanc. C'est un blanc métal. C'est un blanc ocre. C'est un blanc truc. Ouais. Alors imagine maintenant, si déjà, il y a un effet entre une petite surface et une grande surface, imagine l'effet qu'il y a entre un petit mot et un gros mot. Entre un petit mot et le mal vécu d'un petit mot. Et comment ça dégénère dans la tête de la personne. Et comment c'est mal vécu dans la logique de la remarque. Et comment ça peut pourrir tout le Shabbat, la petite remarque que tu as fait à l'entrée de Shabbat. Et comment ça nous a pourri les vacances, que tu nous as stressé pour les valises. On part en vacances. Tout le monde sait qu'on prend des choses dont on ne se sert pas. Et en général, la femme le double du mari. C'est normal, puisqu'elle se change. Toi, tu as 2 costards et 2 slips. Ouais. Et elle a 23 tenues. Tu dis, mais mon amour, on va au camping. Et s'il y a une bar mitzvah? Et s'il pleut? Et si j'ai grossi? C'est pas grave. Maintenant, toi, en tant que mari, tu dois accepter ça.
Ouais. Elle te dit, on a droit à combien de valises? Tu dis 3. Elle te dit, mais on est 2. 3. C'est comme ça. Et tout va très bien. Ouais. Mais si tu commences à dire, qu'est-ce que ça me dit? Elle est lourde la valise. On va encore arriver en retard. Et j'aime pas l'archouma. Ah, madame, vous dépassez de 3 kilos. J'aime pas cette ambiance. Ouais. Et c'est quoi ce bagage à main? On dirait une enclume. Tu sais que c'est comme ça. Qu'est-ce que tu dois dire? Écoute, c'est les vacances. C'est les vacances. On va pas se prendre la tête. Mais c'est une avoda. Moi, je vois au niveau personnel, j'ai travaillé pour arriver. Mais avant, j'étais le mchon du mchon pour les vacances. Pourquoi? Parce que comme tu veux que tout se passe bien, et que tu es responsable, que Blainara, tu pars avec une équipe de foot, ouais, et que tu as peur, et que celui-là il est par là, et celui-là il est par là. Donc tu penses à tout. Eh bien, tu deviens laxatif. Donc tu as deux solutions. Soit tu prends 2 Xanax et tu souris à tout le monde. Soit tu travailles tes midotes. Et tu dis, c'est les vacances, on va se détendre, on n'est pas pressé, on va partir 1 heure avant, on va prendre des bagages en plus, on va rigoler avec la fille du checking, ouais, on va se marier avec les... Moi, je me rappelle quand on sortait des avions, à Elal, avec tous les gosses, qu'on avait tout cassé, jamais ils disaient les hitraot. Ça veut dire au revoir. Jamais revoir, pas vous. C'était un avion tu dis, mais tu es obligé d'écraser les bislis par terre. Ils sont petits, ils sont nombreux. Pas au Hachem, qu'est-ce que tu veux faire? Non, tu peux venir avec un aspirateur aussi, mais ils vont te le compter en bagage. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que les vacances, on part en vacances maintenant. Et bien quand tu pars en vacances, ouais. Et bien quand tu pars étudier, tu pars étudier. Et quand Shabbat y rentre, comme tu veux ou non. Et quand tu vas travailler, tu as choisi de travailler, non? Tu n'as pas été condamné aux travaux forcés. Alors pourquoi tu fais cette tronche quand tu vas travailler? Parce que tu vas travailler. Ouais. Ah, des fois tu dis oui, mais des fois on est contredit. Et des fois les choses elles ne tombent pas comme on voudrait. Et des fois on n'a pas eu le temps de se préparer. Ok, eh ben, des fois tu as 1 an pour te préparer. Et des fois tu as 1 seconde. 1 seconde, tu dis, on part plus. On n'achète pas la voiture. Tu as 1 seconde. Tu as 1 seconde pour dire je l'aime, c'est pas grave. C'est difficile, on va penser à autre chose, ça va aller, on est en bonne santé, Dieu il nous aime, on a des beaux enfants, il fait beau, on va réussir. Tu as 1 seconde. Ou sinon, tu vas faire la tronche. Si tu fais la tronche, hop, on a dit, tu engages la dynamique de la tronche. Donc tu as cassé le barrage de la fosse septique. La fosse septique devient une vraie septique. D'accord? Et ça se déverse et ça te pourrit l'atmosphère, la soirée, le Shabbat, les vacances. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas switché qu'au moment où il y a eu un changement, au lieu d'en faire un virage, tu en as fait une déception. Vous allez me dire, eh ben, écoutez, tout ça c'est bien beau en théorie, mais sur le moment, c'est pas évident. Mais c'est là qu'on a besoin que tu sois bon. C'est là. C'est juste là. Ouais. Maintenant, si tu fais ça, tu as compris maintenant. C'est pour ça que aussi, quand Moshe Rabbeinu, Korach, avec les Bnei Lévi, ils ont voulu avoir plus de responsabilité dans la spiritualité, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Il a dit Rav Lachem Bnei Lévi. Ça vous suffit les Bnei Lévi, c'est déjà pas mal. Parce que les Israël, ils n'ont même pas eu de droit au service dans le temple. Et vous avez eu ça et ça et ça comme fonction. Donc, soyez contents. Ouais. Mais quand Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas mourir parce qu'il voulait rentrer en Eretz Israël, et qu'il ne voulait pas rentrer en Eretz Israël pour aller au club Ashkelon ou pour aller visiter Tel Aviv. Non, il voulait rentrer pour faire les mitzvot. Donc c'était juste dans une ambition spirituelle. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Ravlach, ça te suffit pour toi. Vous me suivez ou... Donc ça veut dire, très très grand enseignement, c'est que les circonstances de la punition t'informent sur les causes de la punition. Donc le bon Dieu, il est gentil. Parce que pourquoi les 3/4 des gens, ils se révoltent? Pourquoi les gens, ils s'énervent? Pourquoi ils rejettent? Pourquoi ils se rebellent? Parce qu'ils ne comprennent pas le lien entre la cause et la conséquence.
Comme quelqu'un a fait une bêtise il y a 20 ans, et maintenant ça lui tombe sur la tronche. Eh ben, des fois ça vient tout de suite, des fois ça vient plus tard. Mais alors c'est pas parce que tu as perdu la mémoire et que tu vois pas le lien entre ce que tu as fait et ce que tu reçois que la chose elle n'est pas liée. C'est comme les impôts, ils peuvent venir 20 ans après. Comme des gars, ils l'ont attrapé, il a fait 28 ans de cavale. Le FBI ne l'a pas lâché. Les mecs, ils l'ont retrouvé, jeté là-bas dans un café à 2300 km de Panama. Ils l'ont retrouvé, ils l'ont amené en prison. Tu dis, mais vous lâchez jamais. Alors c'est un calvaire. Si déjà le FBI, il lâche pas, pourquoi tu veux que le bon Dieu, il lâche? Pourquoi tu veux que la vie, elle lâche? Moi, je vois des gens, ils ont des problèmes. Je dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous en veut? Est-ce que vous avez fait des crasses à des gens? Est-ce que vous avez déçu des gens spirituellement, mentalement, émotionnellement? Est-ce que vous avez fait de la peine à des gens? Mais il y a des années. Mais tu n'as pas compris. Toi, tu as fait de la peine il y a des années. Mais si l'autre, il a gardé la haine jusqu'à maintenant, mais c'est une haine de maintenant, c'est pas une haine de l'époque. C'est pour ça que dans le Krat Shema Alimeta, on demande à Hachem que personne ne soit puni à cause de nous. Ouais. Que personne ne soit puni à cause de nous. Et que nous, on ne soit pas puni à cause de quelqu'un. Mais alors, comment est-ce que toi, tu vas être étanche à la méchanceté de l'autre? Tu sais pourquoi? Parce que l'autre, il est étanche à la tienne, puisque tu n'en as pas. Donc, tu as deux solutions. Ou tu deviens une savonnette mouillée, et tu glisses, et donc la méchanceté, elle glisse sur toi. Ou tu deviens une savonnette sèche, et tu sens bon. Ça va? Une savonnette, elle sent bon. Tu prends la savonnette, elle sent bon. Elle sent bon. Elle sent bon. Ouais. Donc tu es quelqu'un qui sent bon, qui exprime le bien, qui génère le sourire, qui engendre la bienveillance. Alors pourquoi on va te haïr? Pourquoi on va te faire du mal? Tu plantes personne, tu fais du mal à personne, tu détruis personne et tu penses mal de personne. Mais tu génères aucune énergie négative. Donc même le malade, le tordu, le psychopathe, quand il veut te faire du mal, il ne trouve pas parce qu'il dit mais j'arrive pas à accrocher. Encore une fois, où tu es une savonnette mouillée, ça glisse. Ou tu es une savonnette neuve, tu dis c'est dommage de la jeter, elle est neuve, elle sent bon, pourquoi je vais la jeter? Je la garde. Voilà. Donc cette logique-là, c'est que quand tu fais ce travail de perfectionnement perpétuel, automatiquement, eh ben, tu deviens de manière improbable dans une constance de bonheur. Maintenant, malheureusement, c'est pas naturel. Je sais parce que vous allez me dire, oui, il y a des gens qui ont un bon fond, il y a des gens qui ont un mauvais fond. C'est pas naturel. C'est pas vrai. C'est du travail. C'est du travail. D'accord? C'est-à-dire que tu travailles à sourire, et tu travailles à voir l'autre positivement, et tu travailles à toujours trouver une solution, et tu travailles à être réactif, et tu travailles à comprendre, et tu travailles à te mettre à la place de l'autre, et tu travailles à te regarder avec le regard de l'autre pour comprendre pourquoi est-ce que l'autre ne comprend pas. Si tu ne le fais pas, je m'excuse de vous le dire, mais sopho à etz lit kachot. La finalité du bois est de durcir. C'est que le bois, il est tendre. Après, vous le coupez. Il est encore tendre. Après, il sèche. Ouais. Et après, il s'endurcit. Il devient de plus en plus dur. Vous savez que comment ils faisaient avant pour empêcher les bâtiments de brûler? Vous savez, non? Non? Ils prenaient, par exemple, des troncs de chêne, ils les mettaient à tremper dans l'eau pendant 10 ans, 15 ans. 15 ans dans l'eau. Il ne pourrit pas le chêne, c'est increvable. Mais il ne prend plus feu. Ils ont trouvé l'étanchéité. D'accord? Les traverses de train, là, ouais, c'est du bois. Ah, maintenant, c'est du fer, mais à l'époque, c'était du bois. Mais tu sais quoi, le bois? Mais ça se déforme. Le bois, ça s'enfonce. Le bois, ça se tord. Ouais. Ils prenaient, ils faisaient un traitement spécial. Et le traitement spécial, il rend dur le bois. Le bois, il ne pourrira pas. Il est très dur, il est très résistant. Et en même temps, il est souple pour qu'à chaque fois qu'il y a un train qui passe, il se ramollit, mais il ne casse pas. C'est un traitement. Alors, si on peut traiter le bois, on ne peut pas traiter la personne. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne te dit pas seulement de travailler pour travailler. On te dit de travailler, et Baruch Hashem, tu peux voir les résultats. C'est-à-dire qu'on a dit que
que la, la nature, les circonstances de la punition te montrent la cause. Ouais. Mais le contraire aussi. Les circonstances de la récompense, ouais, te donnent la cause. Si tu vois que tu as des enfants équilibrés, ben tu sais que tu as bien travaillé. Donc la conséquence, elle te renforce sur la cause. Et plus tu vois les résultats, plus tu vas être engagé à plus d'efforts. Et plus d'efforts, plus de résultats. Plus d'efforts, plus de résultats. Maintenant, à un moment, le résultat, il va noyer la dimension anxiogène de l'effort. Donc, il n'y a plus d'effort. Par contre, le contraire. Si tu ne vois pas le résultat, c'est de plus en plus dur de faire des efforts. Pour ça qu'il y en a qui commencent même à arrêter de faire des efforts avant de commencer à avoir des résultats. Parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont être déçus. Alors eux, ils croient que c'est une anticipation négative, alors qu'en fait, c'est de la flemme. Parce que malheureusement, il faut créer la dynamique pour obtenir les résultats. Et c'est le résultat qui va nourrir tes efforts. Ça veut dire qu'il faut avoir une très 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 grande ambition, mais il faut accepter que le résultat, il vient centimètre par centimètre. C'est pour ça que les psychologues, ils disent, le cultivateur, il est heureux, parce qu'il voit que ça pousse. Maintenant, tu dis, attends, t'as l'air de quoi, là, devant ton champ Eh bien, le mec, il a fait une petite trace au feutre, il est venu 2 jours après, il a vu que ça poussait. Ça pousse. D'accord? Donc, de la même manière, tu dois dire, tu vois, ton fils, il s'améliore. Autant il s'améliore, il a dit 2 mots. Eh bien, pour un gosse qui bégayait à ce niveau-là, c'est énorme ce qu'il a fait. D'accord? Donc, c'est-à-dire que toi, tu dois avoir une très, très grande ambition. Mon fils, il va être un Rosh Yeshiva. Mon fils, il va être un président de société. Ouais. Mais, tu dois accepter que les résultats, ils viennent centimètre par centimètre. Centimètre par centimètre. Exactement pareil que quand tu scies. Quand tu scies, ça prend du temps. Et tu es nerveux, et tu te fais mal, et tu forces. Mais la scie, elle scie. Vous avez déjà scié du bois? La scie, elle scie. Elle avance. Mais si tu veux t'es pressé, tu mets la pression, tu t'énerves. Après, tu te fais une crampe. Après, tu bloques le bois en plein milieu du bois, et ça t'énerve parce que maintenant, comme c'est tordu, donc ça bloque la scie, donc tu t'énerves de plus en plus, donc ça te fait une crampe. Après, tu dors, tu as un bras comme ça. La scie, elle scie. Donc tu maintiens le mouvement, ouais, et tu gardes la direction. Et ça se passe très bien. Et ben c'est exactement pareil. Tu commences médecine, tu finis médecine, tu scies, ouais. Tu construis ton couple, doucement, doucement, normalement. C'est pas... Si tu as les exigences sur un enfant de 8 ans que tu as sur les enfants de 18 ans, ne t'étonne pas qu'à 10 ans, il ne peut plus t'écouter. Parce que la scie, elle prend son temps. C'est le temps qu'il faut. C'est comme la cuisson, ça cuit. Laisse cuire. Ah, j'ai pressé, j'ai faim. Après, tu dis, ah, c'est dégueulasse, la viande, elle est dure. Ta grand-mère, tu sais combien de temps elle faisait le tagine? 6 heures. Tu m'imagines une cocotte minute? Ok, mais t'as vu ce que tu manges? À part pain. Prends le temps. Tu prends le temps. Ouais, et c'est pareil. Les gens, au bout de 15 jours de mariage, ils sont déçus. C'est pas du tout ce que j'attendais, c'est pas ça, elle a pas de midote, elle est bien nerveuse. Mais tu rigoles ou quoi? T'es même pas dans le rodage. T'es même pas dans le réglage. Toujours, je raconte cette histoire. Un jour, j'ai voulu imprimer des bouquins. Moi, j'ai imprimé des livres. Mais comme j'étais très très jeune et que j'avais pas de moyens, donc j'appelais des très grosses usines pour avoir des bons prix. Et je leur disais pas que je voulais 2000 exemplaires. Alors, à la fin de la discussion, au bout de 3h30, je disais au gars, écoutez, moi, il m'en faudrait 2000. Le gars, il dit, attendez, c'est pas possible, monsieur. Il m'a dit, la chaîne, elle fait 3 km. La chaîne de fabrication du bouquin. D'accord? Pour régler la machine, il nous faut 2000 exemplaires, 3000 exemplaires. Après, on commence à produire jusqu'à 30 000, 100 000, 400 000. C'est les livres de poche et tout ça. Ouais. C'est des quantités énormes. Il me dit 2000, on ne les fait pas, les 2000. Je dis, faites les essais, puis vous me les donnez, de toute façon, parce que vous allez les jeter. Il dit, mais les essais, ils sont ratés, puisque c'est les réglages. Et c'est pareil. Il y a énormément de gens qui divorcent pendant les réglages. Il y a énormément de gens qui fracassent leurs enfants quand ils sont trop petits pour comprendre que c'est pas le moment d'avoir des exigences. Ouais.
Il y a beaucoup de gens qui déposent le bilan après, quand ils commencent à avoir les premiers problèmes. Mais il y aura des problèmes. Il faut juste les travailler, il faut les passer. C'est normal. Je crois, avis de tempête, tu te jettes à l'eau, toi. Avis de tempête, pas de tempête. Et tempête, tu t'accroches et tu passes la tempête. Non, avis de tempête, ah ça y est, c'est fini, c'est terminé, il faut me jeter à l'eau. C'est comme ça les gens ils font. Et ouais, ben, vous savez, il a levé le ton. Ben, aujourd'hui il lève le ton, demain il me frappe, après il nous tue, moi et mes enfants. Mais il a juste levé le ton. Donc ça veut dire que si toi tu es dans l'anticipation négative, c'est qu'au fond, tu as tellement peur de l'avenir, ou tu as tellement peur des efforts que l'avenir va te demander, que tu crées cette vision négative qui va te couper les bras. Maintenant, et la preuve, c'est que ça marche, puisque tu as les bras coupés. Vous suivez ou non? Donc, ta projection négative, anticipatrice de négation, elle est mida, keneged mida, puisqu'il y a la preuve, c'est qu'elle t'a coupé les bras. Et ça marche. Tu vois, tu n'as plus de courage. C'est pour ça que quand il y a 10 personnes qui sont motivées pour aller faire une randonnée, il suffit qu'un ils disent « je crois qu'il va pleuvoir » et ça ne bouge plus. Et il paraît qu'on va avoir mal aux jambes en revenant. T'as raison, on va regarder un match. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, pour développer une énergie, ça prend beaucoup de force. Mais pour casser une énergie, c'est rien. Il suffit d'enlever la prise. Tu appuies sur un bouton, l'interrupteur comme ça. Tu dis, c'est pas possible. Toute une usine, ouais, un bouton. Tu appuies sur un bouton. Il y a des gens comme ça. Quand tu vois que leur vie elle est arrêtée, qu'il n'y a rien qui bouge, qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a pas de mazal, qu'il n'y a pas de développement, qu'il n'y a pas de business, qu'il n'y a pas de morale, tu dis, mais depuis quand ils ont appuyé sur le bouton? Ils ont appuyé sur le bouton. L'autre, il dit, j'ai appuyé sur le bouton parce qu'il fallait que je m'occupe de ma mère, j'ai appuyé sur le bouton parce que je n'avais pas confiance en moi, j'ai appuyé sur le bouton parce que j'avais peur que ma femme, elle me prenne tout mon argent, j'ai appuyé sur le bouton parce que je ne me sentais pas prêt, j'ai appuyé sur le bouton parce que je ne me sentais pas d'être fidèle à une seule personne, j'avais envie de kiffer avant de me marier. Il y a une raison pour laquelle tu appuies sur le bouton, mais tu appuies sur le bouton. Et quand tu appuies sur le bouton, que la raison soit bonne ou mauvaise, le moteur il s'arrête. Parce que tu appuies sur le bouton. Je sais que ça a l'air débile, mais... C'est pour ça que c'est très très dangereux. Par exemple, il y a des gens, quand ils descendent une pente en montagne, ils coupent le moteur pour économiser de l'essence. Ça s'appelle rouler en roue libre. Mais non, il y a ce qu'on appelle le frein moteur. Ça veut dire que même quand tu descends, il faut maintenir le moteur en marche. Vous me suivez ou non? Donc quand tu es dans une phase ascendante, que tu es dans le bien, que tu es dans la pêche, que tu es dans la réussite, c'est sûr qu'il faut le moteur. Parce que tu pousses, tu avances, tu engendres et tu passes les vitesses et tu réussis et tu développes et tu grandis. Ah, si tu es dans une pente descendante, ça peut arriver. Tu n'as pas le moral, le magasin ne marche pas comme tu voulais, ta femme elle est méchante face, c'est difficile en ce moment, l'enfant il est en échec scolaire, tu es dans une pente descendante. Ne te mets pas en roue libre. N'arrête pas le moteur. Continue les efforts. Continue. Pourquoi? Parce qu'il y a le frein moteur. Ça s'appelle le frein moteur. Le frein moteur, ça veut dire je continue à maîtriser la situation. Ouais. Donc quand ça va bien, je suis avec toi. Quand ça ne va pas, je suis toujours avec toi. Ouais. Quand ça va bien, Hachem il est avec moi. Quand ça ne va pas bien, Hachem il est avec moi. Mais si tu te mets en roue libre, j'ai plus envie de réfléchir, ça me prend la tête. De toute façon, tout ça, c'est des bêtises. Oui, j'ai bien vu que ça n'a pas marché. Et puis le bon Dieu, il m'a planté. Et s'il existe, comment il a pu supporter une chose pareille? Attention, tu es en roue libre. Quand tu es en roue libre, tu prends de la vitesse, tu ne t'en rends pas compte. Et quand tu veux freiner, il est trop tard. Les plaques de frein, elles explosent. Les disques, qui se cassent. La voiture, elle s'encastre dans le mur. Parce que tu ne peux plus freiner. Donc quand tu pars dans la colère, ou quand tu pars dans la déception, ou quand tu pars dans la dépression, fais attention parce que tu es en roue libre. D'accord? Alors tu peux dire maintenant je vais parler, ou tu peux dire maintenant je ne vais pas parler. Tu peux dire maintenant j'ai besoin d'aller dormir. Maintenant il faut que j'aille dormir. Non, il faut qu'on parle. Non, là, il faut qu'on parle. Je ne peux pas parce que je suis fatigué. Je vais aller dormir. Tu vois, je vais en moteur aller dormir. Maintenant, si moi, tu m'obliges à parler, je vais partir en roue libre. Et je vais dire des choses que je ne veux pas dire. Et toi, tu vas dire, je ne te reconnais pas. Et tu vas t'énerver, tu vas être déçu.
Je t'ai dit, laisse-moi le moteur allumé. Et mon moteur, à moi, il me dit maintenant qu'il faut aller dormir. Mon moteur, il me dit qu'il ne faut pas qu'on en parle devant tes parents. Mon moteur, il me dit que ce sujet-là, il faut qu'on aille jusqu'au bout, qu'on prenne une semaine pour le traiter. Mon moteur, il me le dit, viens, on le fait. Si tu veux ou non. Mais si je m'enferme, ou si je me lâche, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que moi, c'est moi maintenant qui deviens le moteur de la souffrance de l'autre. Donc de la même manière que toi, par rapport à toi, tu te gères, d'accord? De la même manière de toi, par rapport à toi, à l'autre, tu gères. Après vous deux, par rapport aux enfants, vous gérez. Après toi, par rapport au client, tu gères. Et toi, par rapport à l'employé, tu gères. Donc on passe notre vie à gérer. Maintenant, dans cette règle-là de Mida Keneged Mida, on t'a expliqué que les choses, elles fonctionnent. Oui, elles marchent, elles génèrent, elles développent, elles créent, elles évoluent. Donc si toi tu es malin, ouais, tu apprends les règles et tu fonctionnes avec. D'accord? Donc c'est pas la peine, en pleine descente, en canoë-kayak, dans un canyon, de dire j'aimerais être ailleurs. Parce que tu vas mourir, c'est les gorges du Verdon. Ouais. Il y a un courant de 80 km/h. Il y a des rochers de partout, il y a des branches, il y a des trucs. Et toi, tu te m'as crié. N'est pas à Disneyland, Baba, là. Tu es vraiment dans une descente. Donc, quand tu es dans la descente, eh ben, tu t'accroches à ta pagaie et tu anticipes les choses et tu tiens compte du courant et tu évites, jusqu'à ce que tu retrouves un moment de calme. Et c'est pareil. Des fois, dans la vie, les gens ils m'appellent Ravet Chetri. Je me sens pas bien. Là, je sens que ça va mal aller. Là, ça revient comme la dernière fois. Et je ne veux pas prendre les médicaments et c'est trop dur. Je dis, écoutez, madame, vous êtes en pleine mer, tranquille en train de pêcher. On vous annonce à la météo avis de tempête, nord-nord-ouest. Des vagues de 8 mètres de haut. Je ne sais pas si vous comprenez. 8 mètres, c'est presque 3 étages. Et toi, tu as un tout petit bateau. Et un bateau, genre la mort. Petit bateau. Alors tu dis, t'appelles le garde-côte. Écoutez, il y a la tempête qui arrive, qu'est-ce que je dois faire? Où vous êtes? Là-bas. Vous n'avez pas le temps de revenir. Qu'est-ce que je vais faire? Vous allez passer la tempête. Alors qu'est-ce que vous faites dans la tempête? Le garde-côte dit, bon, qu'est-ce qu'il y a sur votre bateau? Il n'y a rien, c'est un tout petit bateau, il fait 4 mètres de long, il y a une petite cabine au milieu, cabine de pilotage. Est-ce qu'elle est solide? Oui, elle est solide, c'est le seul truc qui est solide. Bon, trouvez des cordages, il y a des cordages autour de vous. D'accord. Mettez votre gilet de sauvetage, on ne sait jamais, mettez une bouée sur vous et prenez les cordes. Et attachez-vous à ce qui est solide. Et vous attachez. Mais après, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez faire des télim. Pourquoi? Parce que la vague, elle va commencer. Alors elle va se finir. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu vas être emporté par la vague? Maintenant que ça soit une vague de 8 mètres de haut, que ça soit une grosse déception sentimentale, que ça soit la découverte d'un adultère chez la personne que tu aimes le plus, que ça soit un choc chez un enfant, que ça soit un dépôt de bilan, que ça soit la perte de quelqu'un qui est un soutien moral pour toi, dans tous les cas, il y aura une vague. Donc, qu'est-ce que tu fais quand il y a une vague? Tu t'accroches à ce qui est solide. Ce qui est solide, c'est ta croyance, ta famille, ton cerveau et tes valeurs. Donc si tu pètes un câble, tu dis Dieu il est avec moi. Si tu dis je suis seul au monde, tu dis c'est faux, tu as une famille qui t'aime. Si tu dis je m'en sortirai pas, ton cerveau il te dit attends, il y a plein de gens qui ont passé les tempêtes. Et si tu dis je m'en fous, je me laisse aller et tant pis pour moi, tu dis je peux pas, j'ai des valeurs. Le suicide ne rentre pas dans le cadre de mes valeurs. Donc ce sont les cadres, les 4 clous qui vont accrocher ta corde de manière tellement forte à la cabine que malgré la gravité de la tempête, tu vas survivre à la tempête. Et quand la tempête elle est passée, quand tu le racontes des années après, tu rigoles, tu dis tu sais quoi une tempête? Attends, heureusement j'étais accroché, mais c'est rien, c'est les gens ils ont peur, ils s'affolent, alors que toi t'as fait caca sur toi, t'as oublié Gabriel. Donc c'était nécessaire et c'est bien. Parce que c'est une grande question, ça. Est-ce que les tempêtes, on doit les fuir? Ou est-ce que les tempêtes, on les accepte parce qu'elles nous font grandir? Donc il y en aura des tempêtes dans la vie. Il y en aura. Parce que le long fleuve tranquille, c'est un film. C'est pas une réalité. Ouais. Et si on passe chaque chose avec ça, parce qu'on a compris
que, encore une fois, dans tous les mouvements qu'on crée, dans tous les choix qu'on fait, dans toutes les circonstances et même dans les pensées, et s'applique la règle de Mida Keneged Mida pour produire en fonction de ce qu'on a produit, pour être le miroir de ce qu'on a été, pour engendrer la même intensité que ce qu'on a mis, pour révéler, on a dit, la négation de ce qu'on avait mis au départ ou le positif de ce qu'on avait mis au départ. Donc en utilisant les règles de Mida Keneged Mida, on avance dans son présent, parce qu'on se déplace grâce à ça. On comprend son passé, puisque souvent le présent est juste le fruit du passé. Vous savez que souvent, le jour même n'est juste que le lendemain de la veille. Oui. Non, il faut l'accepter, ça. Parce qu'on dit c'est pas demain la veille. Mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est le lendemain de la veille. Donc quand aujourd'hui c'est le lendemain de la veille, si toi tu acceptes la veille, tu ne devrais pas être choqué du lendemain, puisque déjà la veille, tu savais que tu étais à la veille du lendemain. Donc ça veut dire que les règles de Mida Keneged Mida, elles t'expliquent ton présent, ouais, elles t'expliquent ton passé, puisque ton présent, il te raconte ton passé, et elles te prévoient ton avenir, puisque tu sais que ton avenir, il sera le fruit de ton présent. Grâce au Mida Keneged Mida. Hazak Obaour. Donc mardi prochain, il y a cours. Je remercie les présents d'avoir fait le déplacement. C'est vrai, c'est pas évident de faire un cours devant moins de gens.